Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et je vous souhaite la bienvenue dans la légende. Clic dans la légende retrace l'histoire de vos émotions. Littérature, cinéma, jeux vidéo, manga, que sais-je. Aujourd'hui, nous allons parler de notre plombier préféré. Évidemment, il s'agit de Mario. Et pour parler de notre moustachu préféré, j'ai 3 hommes barbus en plateau. Guillaume, journaliste chez jeuxvideo.com, niveau Solus et aussi sur le stream, bienvenue. Florent Gorge, avec nous, éditeur dans la pop culture, j'ai envie de dire, mais dans plein de choses différentes. Et avec le nouveau tome de Rétro Laser. J'ai envie de parler de tome, moi. Comme tu veux, c'est très bien. Bah, ça tombe bien, alors. Et Nicolas, journaliste jeux vidéo high-tech chez CNews. Nous sommes réunis aujourd'hui, messieurs, on a une lourde tâche, celle d'évoquer Mario. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu de l'avant Mario chez Nintendo. Parce qu'évidemment, le destin de Mario et Nintendo sont liés. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu le topo sur ce qu'était Nintendo avant l'arrivée de Mario ? Écoute, c'est vrai que c'est une société qui fête ses 131 ans cette année, c'est quand même pas rien. 131 ans, évidemment, avant l'électronique, avant l'électricité, donc Nintendo faisait des cartes à jouer, mais on va peut-être pas remonter jusque-là non plus. Et avant l'arrivée de Mario, Nintendo s'était déjà développé dans les jouets et les jouets électroniques, et se sont immiscés petit à petit dans l'univers des salles de jeu, et notamment des bornes d'arcade. Donc ils ont vraiment commencé à décoller à partir du moment où ils ont copié Taito et Space Invaders, avec des copies de Space Invaders, et petit à petit se sont lancés dans des jeux originaux, dont un a particulièrement marqué l'histoire, c'est Donkey Kong. Voilà. On va en parler un petit peu après, effectivement, de Donkey Kong, mais c'est vrai qu'il faut rappeler, pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes que nous, et ils sont nombreux, qu'avant qu'on ait des consoles de salon, etc., on jouait aux jeux vidéo dans des salles d'arcade. Et un des jeux les plus populaires, c'était, comme tu l'as dit, Space Invader. Il y a eu Pac-Man aussi, oui, qui fête ses 40 ans également cette année. On a eu plein de jeux comme ça, et justement, comment Nintendo arrive jusque-là ? Comment ils font la transition entre les jeux de cartes, les jouets, et arrivent dans l'univers du jeu vidéo? Alors, c'est assez simple, en fait, la transition jeux de cartes et jouets, c'est-à-dire que dans les années 60, le plastique arrive en masse. Et les jouets en plastique, notamment avec des sociétés comme Bandai, se développent et cartonnent du feu de Dieu. Et Nintendo, avec ses petites cartes à jouer, a du mal à convaincre les enfants. Ils sont obligés de changer un petit peu la stratégie de la société et de fabriquer du jouet. Malheureusement, ils n'arrivent pas. C'est un véritable outsider. Ils ont quelques jouets qui fonctionnent, mais sinon, ça reste quand même le petit pousset des fabricants de jouets. Donc pour se démarquer de Bandai, de Tommy, de Takara, de toutes ces grosses boîtes japonaises qui font du jouet en plastique et qui cartonnent partout, ils prennent un risque. Ils se disent, et nous, on va faire des jouets en plastique, mais on va intégrer de l'électronique à l'intérieur. Personne ne le faisait jusqu'à présent. Et c'est grâce à ça qu'en réalité, Nintendo va se démarquer, commencer à décoller en faisant du jouet électronique avant tous les autres. Et qui donne cette impulsion, justement, chez Nintendo ? Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a le président Yamauchi, d'une part, qui est le petit-fils du fondateur de Nintendo, et puis Yokoi Gunpei, qui est l'une des têtes pensantes. C'est lui qui est à la tête du premier bureau de recherche et développement. Et à partir du milieu des années 60, c'est lui qui est à la charge du développement des jouets chez Nintendo. Et c'est lui qui va être à la base de beaucoup de jeux, dont Donkey Kong. Okay. Aussi. Alors, on va revenir sur Donkey Kong. Mais avant toute chose, je pense que pour un petit peu planter le décor, on est obligé de passer par la case Miyamoto. C'est le génie derrière Mario. Miyamoto, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Guillaume ? C'est un petit peu le Walt Disney du jeu vidéo, en fait, Miyamoto. C'est le créateur de la plus grande icône du jeu vidéo, Mario. C'est quelqu'un qui, en plus, a commencé assez jeune, finalement, chez Nintendo. Il n'est pas arrivé, en plus, avec un bagage extraordinaire. C'est pas un mec qui est surdiplômé. C'est même quelqu'un qui, en plus, c'est assez marrant, était presque un petit peu dissipé, en fait, de ce qu'on a pu lire de lui. C'était pas vraiment l'élève modèle qui a gravi tous les échelons au fur et à mesure. Par contre, c'était quelqu'un avec une imagination extraordinaire.
C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui avait voilà, le cerveau en ébullition constamment, qui était très créatif, qui se basait beaucoup sur tout ce qu'il pouvait voir en fait autour de lui, dans sa vie, dans l'environnement, quand il y a les petites promenades qu'il pouvait faire à gauche à droite. Et voilà, il a créé Mario, il a créé Donkey Kong, il a créé The Legend of Zelda aussi. Il a créé énormément de choses. Et aujourd'hui encore, voilà, 35 ans, enfin 40 même quasiment après la création de Donkey Kong et de Mario, on se demande s'il y a des créateurs peut-être plus influents que lui dans ce milieu. Et en fait, il n'y en a certainement pas. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage vraiment le plus important pratiquement de ce paysage sur les 40 dernières années. Et puis, si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a grandi à la campagne au Japon. Exactement. Et ça fait beaucoup de différence avec les relais des grandes universités tokyoïtes. Et en fait, il a grandi à la campagne, donc à Sonobe. Un petit village, en fait, il faut penser aux prairies de Miyazaki, un peu, vous voyez, un peu tout ça, c'est verdoyant. Il aime, quand il est enfant, aller se perdre dans les bois, aller chercher des grottes. On en avait parlé déjà. Avec ce jeu de Zelda, exactement. Exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va développer très tôt un univers très créatif. Et dès qu'il est petit, d'ailleurs, à l'école, on remarque qu'il dessine bien. Et il a l'intention un petit peu de se lancer là-dedans. Il a un grand-père qui est menuisier, qu'il admire beaucoup. Il le voit travailler de ses mains. Lui-même, Miyamoto, va bricoler plein de choses et tout ça. Et ça va l'amener vers des études, alors pour faire un peu de raccourci, de design industriel, si je ne me trompe pas. Et en fait, là où c'est assez marquant, c'est que le jour de son examen final, quand il va présenter son mémoire, Miyamoto, il imagine en fait un concept pour apprendre les mathématiques autrement pour les enfants. Et déjà, il imagine un cube gigantesque à taille humaine où les enfants pourraient se glisser dedans pour un peu apprendre à s'approprier les chiffres. Et en fait, quand on voit Mario, dans Super Mario 64 notamment, où tout devient cubique et tout ça, et qu'on rentre dans des énigmes, on voit un peu déjà des idées qui commencent à germer chez lui. Et ça, c'est passionnant de ce point de vue-là. Et comment il arrive chez Nintendo, justement ? Est-ce qu'il y a une histoire avec son père qui connaissait quelqu'un chez Nintendo ou... Alors effectivement, c'est vrai, ça, il y a des témoignages du premier intéressé qui disent qu'effectivement, c'était un élève, comme il le disait, qui n'était pas forcément modèle. Nintendo, à cette époque, c'est pas du tout une boîte qui fait rêver les universitaires de Tokyo, des grandes universités. Donc en réalité, Nintendo recrute surtout des secondes mains, des étudiants de seconde division. Et lui, il fait partie de ces élèves de seconde division. Et il rentre un petit peu aussi par piston parce que son père connaît bien le président Yamauchi. Et donc, il y a un petit peu de « mon fils, je ne sais pas trop quoi en faire, il n'est pas très doué, est-ce que tu ne peux pas le prendre ?» Il sait un petit peu dessiner, mais il a beaucoup d'imagination et peut-être qu'il pourrait vous servir. Et c'est ainsi qu'il rentre chez Nintendo, effectivement, avec son originalité comme force. Alors, quand Miyamoto arrive chez Nintendo, ils font déjà du jeu vidéo, mais de l'arcade uniquement ? Alors non, ils font encore du jouet, ils font de l'arcade et toujours des cartes à jouer. Ils ont 3 pôles un petit peu distincts. Et lui, c'est un électron libre. Il est illustrateur au début et donc il fait des illustrations pour les cartes à jouer, notamment, donc le dos des cartes à jouer. Et puis, il fait aussi un peu de packaging ou des flyers pour les jeux d'arcade. Et il va surtout être recruté par Gunpei Yokoi, dont on parlait tout à l'heure, qui va avoir une mission de développer un nouveau jeu. Et ça va être, on va dire, son premier grand rôle. Il va être chargé de concevoir les personnages et le game design, donc les idées, les mécaniques de jeu, de ce nouveau titre commandé par le président. Le nouveau titre qui sera Donkey Kong. Donkey Kong. Donc, on l'a un petit peu défloré tout à l'heure. Donkey Kong, c'est la première apparition de Mario dans un jeu vidéo. Exactement. Alors à la base, ça devait même pas être Mario. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'était Popeye. Oui, très bien. Effectivement, c'était Popeye et Nintendo et Miyamoto avaient commencé à concevoir des plans. Il y a d'ailleurs un épisode de Popeye, vous pouvez chercher sur Internet, qui s'appelle A Walking Dream, où on voit Popeye qui se balade en fait sur des échafaudages, etc., pour essayer de secourir Daisy. Enfin, Daisy plus tard, évidemment, mais comment elle s'appelait ? Olive. Olive, ouais. Exactement. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'inspiration de Donkey Kong, à la base, c'était vraiment Popeye, et notamment cet épisode du dessin animé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de droit, c'est ça ? Exactement. En fait, l'ayant droit américain, qui s'appelle King Features, n'a pas voulu que Nintendo utilise son personnage. Les raisons sont un peu obscures, mais souvent on dit que c'était parce que c'était pas assez ressemblant. Popeye, c'est une licence monstrueuse à l'époque, hein, c'était ultra puissant, et donc ils ne cédaient leurs droits qu'à des projets qu'ils considéraient comme très sérieux, et pour eux c'était pas suffisamment sérieux. Évidemment, avec le succès de Donkey Kong, King Feature va revenir chez Nintendo, on veut bien finalement, et il y aura un jeu Popeye après, mais qui marchera beaucoup moins bien malheureusement. Il y avait même eu un Game & Watch qui était sorti, Popeye, mais seulement
effectivement, apparemment, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une clause dans le contrat qui liait Nintendo aux ayants droit de Popeye sur la possibilité de faire des jeux électroniques et peut-être pas des jeux vidéo. C'est sur cette clause qu'ils auraient joué pour ne pas dire vous ne prenez pas Popeye. C'est quelque chose qu'ils ont regretté peut-être par la suite, mais voilà. Donc, je pense qu'ils l'ont regretté, ils s'en mordent encore les doigts. Quand on voit aujourd'hui le destin de Mario et quand on voit le destin de Popeye, c'est compliqué. Donc là, Donkey Kong arrive dans les salles d'arcade. D'ailleurs, on va dire toute l'histoire, parce que la mécanique était le même sur le jeu Popeye, mais le méchant, c'était pas un singe à l'époque, c'était le méchant de Popeye. Le méchant de Popeye, Brutus, non, Brutus ou Bruto, ça dépend des pays, effectivement. Et donc, en fait, ils ont interverti les visuels des personnages. On reconnaît gentiment Popeye, et puis Olive Oil, et puis évidemment Brutus, qui était gros. Ils s'en sont inspirés. Je pense qu'ils ont été évidemment inspirés par King Kong, d'où le titre aussi, et ce qui fait que ça a fait un petit peu un melting pot de tout ça pour devenir Donkey Kong aujourd'hui. Et donc, Donkey Kong connaît un succès en salle d'arcade quand même vraiment très important. Il faut savoir que Mario n'a même pas de nom encore à cette époque-là. C'est bien ça ? En fait, à ce moment-là. Mais c'est même pas son premier nom, parce que je crois qu'à la base, il voulait l'appeler Mister Video, qui est un nom qui finalement n'a jamais servi. Officiellement, il l'a appelé Jumpman dès le début. Mais c'est vrai que quand on dit que Mario est né en 1981, il est certes né en 1981, mais son état civil en tant que Mario remonte à 82 par contre. Parce qu'effectivement, dans le tout premier Donkey Kong, non seulement il s'appelle pas Mario, et puis il est anecdotique. C'est-à-dire que la vedette du jeu, c'est Donkey Kong. C'est absolument pas le petit personnage qu'on joue. C'est pour ça qu'il est lambda. C'est pour ça que c'est un personnage lambda, que c'est pas un super-héros, c'est parce que la star, c'est Donkey. Comme King Kong dans le film, d'ailleurs, finalement. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est comment on passe d'un personnage anecdotique dans un jeu Donkey Kong à Mario. Qu'est-ce qui se passe ? Après, effectivement, il y a eu des portages sur la NES japonaise qui s'appelle la Family Computer. Donkey Kong est un des fers de lance au lancement, évidemment, de cette console. Il va très bien marcher, ce jeu, c'est pour un argument de vente. Sauf qu'en 85... Nintendo a besoin d'un jeu très puissant pour marquer la fin des cartouches Famicom. On rentre un peu dans des détails parce que Nintendo est en train de développer un périphérique pour sa machine avec des disquettes avec beaucoup plus de mémoire qui permet d'enregistrer, sauvegarder ses parties. Et en fait, Nintendo a besoin d'un killer soft pour marquer en fanfare la fin des cartouches Famicom. Et c'est à ce moment-là qu'ils développent Super Mario en se disant on va clôturer l'histoire des cartouches en beauté avec ce jeu-là, quoi. Et ça va être un carton phénoménal en septembre 85. Pourquoi ils ont besoin de Mario et pourquoi ils n'ont pas utilisé Donkey Kong ? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'en réalité, c'était plus simple techniquement d'animer un petit personnage comme Mario qui était inventé par Miyamoto, et Miyamoto voulait le réutiliser partout, qu'animer un gros singe. Ce sera possible évidemment après sur la Super Nintendo notamment. Mais pour Miyamoto, Donkey Kong était aussi important que son petit Jumpman, mais Jumpman était plus facile à utiliser techniquement. Donc il y a aussi, ça joue, je pense, dans la tête des développeurs. Il y a des raisons techniques en fait aussi. La création de Mario, son design, il a été extrêmement réfléchi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la puissance de calcul était très faible. Et en fait, pour animer un petit personnage en pixels, il fallait compter les pixels. Et quand Shigeru Miyamoto dessine Mario, pourquoi il lui met une salopette ? C'est simplement pour distinguer les bras des jambes. Et pourquoi il lui met une casquette ? Pour éviter que quand il saute, on ait peut-être à animer les cheveux et encore, voilà. Et puis, il fait une moustache pour qu'on essaye d'imaginer la bouche, en fait. Parce que c'était très petit à l'époque. 16 sur 16, oui. Exactement. Oui, il faut rappeler que on était vraiment sur du pixel. Et c'était très sommaire. On a un design, pour rejoindre ce que tu dis, qui tranche complètement avec des designs qu'on peut avoir dans des jeux occidentaux ou même d'autres jeux comme Pitfall, par exemple, où le héros est longiligne. On voyait, c'était un peu un dessin d'enfant, alors que là, on a quelque chose qui ressemble à un dessin animé, quoi. Et ça, chez Miyamoto, c'est très fort parce que c'est quelqu'un qui a été influencé énormément par l'animation, par Popeye, on le disait, mais aussi par Walt Disney. Il a grandi avec ça. Il a toujours assumé que les dessins animés américains avaient eu une grosse influence sur lui. C'est pour ça que quand il a eu l'occasion d'avoir un personnage avec lequel il pouvait raconter une histoire, il a voulu quelque chose qui ressemble vraiment à un être humain, quoi. Alors c'est super intéressant parce que moi je me pose encore une question, c'est comment justement Miyamoto a pris autant de poids en aussi peu de temps ? J'ai envie de dire, comment il a pu imposer à Nintendo que Mario
qui était encore une fois un personnage secondaire, devienne le héros d'un jeu à part entière, à son nom. Il s'est imposé partout, c'est-à-dire qu'encore une fois, Miyamoto voulait réutiliser ce petit personnage, d'où le pseudo qu'il avait dans les premiers noms de code, c'était Mister Video, parce qu'il pensait que c'était un personnage comme un acteur, il voulait en faire un acteur, quoi. C'est-à-dire un personnage récurrent qui revienne régulièrement, qui puisse être familier auprès des joueurs, parce que plus on est familier, plus on s'identifie, et plus on s'identifie, plus on consomme. Donc au final, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc Mario s'est imposé petit à petit en apparaissant dans plein de jeux, Donkey Kong 2 où il devient finalement le méchant, Donkey Kong Junior, pardon, parce que ça revient au même à peu près, et ce qui fait qu'au final, les joueurs se sont appropriés ce personnage, il était reconnaissable, un peu comme Pac-Man, tout de suite, les gens se le sont appropriés en réalité. Il a senti son potentiel de mascotte, en fait. C'est-à-dire que tout de suite, on a un personnage, effectivement, auquel, en plus, peut-être qu'en tant que joueur, on s'identifie peut-être plus facilement aussi à un personnage qui a quelque chose de Monsieur Tout-le-Monde, qui a effectivement un gorille géant. Et pourquoi un plombier ? Alors là, encore une fois, c'est toujours la philosophie Nintendo qui est de mettre le scénario au profit du game design et pas le contraire. C'est-à-dire qu'en termes de game design, ils avaient besoin en fait de passer de tuyau en tuyau dans les égouts de New York dans Mario Bros. Et en fait, le fait qu'il y ait des tuyaux, etc., il fallait justifier ça d'un point de vue narratif. Et ils se sont dit tuyau, plombier, donc Mario Plombier. C'est aussi simple que ça. Alors que dans Donkey Kong, à la base, il est charpentier, c'est ça ? Il est charpentier parce qu'il y a des charpentes partout. Et donc, il change de métier, il devient docteur plus tard. Enfin, en fait, c'est ça. Il n'est jamais au chômage. Il est très polyvalent. On le voit Mario. arbitre de tennis, on le voit arbitre de boxe. Il est dans tout. Il a un CV inégalable. Clairement. Personne n'a eu autant de métiers que lui. Il est très, très fort. Et il y a même des jeux où il est sur la jaquette, mais il n'est pas dans le jeu. Oui. C'est juste que Nintendo le mettait un petit peu à toutes les sauces et Miyamoto aimait bien pouvoir placer son personnage. Parce que ça faisait vendre aussi. Tu avais le F1 Race sur Falcon System où effectivement, il est habillé avec sa combinaison de pilote de course, mais il n'est pas dans le jeu, quoi. Il n'est pas jouable. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première mascotte du jeu vidéo ? Non, en fait, la première mascotte du jeu vidéo, c'est, je pense, les envahisseurs de Space Invaders. On le voyait partout au Japon. Enfin, c'était déposé par Taito. Puis ensuite, il y a évidemment eu Pac-Man qui est là, et la première star. On ne va pas dire héros, mais plutôt star du jeu vidéo. Et Mario arrive peut-être en troisième, mais c'est pas le premier. Malheureusement pour lui et Nintendo, mais c'est la plus grosse aujourd'hui, aucun doute là-dessus. Mais malgré tout, c'est pas la première. C'est peut-être la première, par contre, à être très très implantée dans tout ce qui est merchandising, dans tout ce qui est produits dérivés, à aller au-delà du jeu vidéo. Ouais, Pac-Man. Il y a eu une folie Pac-Man avec malheureusement, des goodies à foison pendant toutes les années 80, notamment au début. Donc en merchandising, je pense que Namco était leader peut-être dessus. Ouais. Et comment a été perçu justement par le public l'arrivée de Mario ? On sait que c'est un succès, mais comment ça a été perçu au début ? Parce que est-ce qu'ils n'ont pas été un peu déconcertés ? Ils ne s'attendaient pas à justement voir Donkey Kong dans un jeu où lui encore serait le héros, ou finalement on s'est séparé de Donkey Kong En fait, Mario s'est imposé aussi parce que finalement le second jeu de Miyamoto et de Yokoi, c'était Mario Bros. Et Mario Bros, en fait, le concept, c'était de jouer à deux simultanément. Donkey Kong, on pouvait jouer que tout seul. Et au final, Mario Bros, ils ont été obligés d'inventer un frère, un frangin à Mario, parce que comme il fallait y jouer à deux, animer de gorilles, c'était très compliqué, quand bien même ce soit un petit gorille Donkey Kong Junior. Donc ils ont utilisé Mario par nécessité, et ils ont juste inversé le coloris de la salopette. Plutôt qu'il soit rouge ou bleu, c'était plutôt vert, et voilà comment est né Luigi en réalité. Donc Mario s'était déjà imposé comme star parce qu'il avait son jeu aussi à son propre nom, juste derrière Donkey Kong. Donc c'était pour eux deux licences différentes. Et effectivement, à un moment, il faut faire des choix. Donkey Kong a disparu au profit de Mario, parce que Mario, là c'est difficile à expliquer, mais avait plus de succès au final que Donkey Kong, quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une chose importante, c'est le choix du style de jeu. Est-ce que Mario a révolutionné ou inventé la plateforme ? Oui, la question se pose. Est-ce que Mario a inventé la plateforme, l'a révolutionné, a démocratisé ? Parce que c'est un genre qu'on voyait peu à l'époque, je le rappelle. On est début des années 80. On va dire, pour faire rapide, peut-être le style de jeu le plus populaire, c'est peut-être le shoot 'em up, on va dire, à l'époque. Est-ce qu'on lui doit quelque chose quant au genre
plateforme. On le rappelle, le jeu de plateforme, c'est tout ce qu'on connaît, hein, Mario, Sonic pour les plus connus, où on va de niveau en niveau avec un petit personnage qui se balade. Ça sautille, oui. Ouais. Moi, je dirais, c'est surtout la maîtrise du scrolling horizontal. Mario, en fait, à la base, Miyamoto était quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. Et il a imaginé les travelling, voilà. Et il n'y avait pas vraiment ça dans le jeu vidéo. Les jeux de plateforme, il y en avait un peu, mais on était souvent dans le même tableau. C'est le cas de Mario Bros, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. On a un endroit fini qu'on voit et on n'avance pas vraiment dedans. Alors que là, Miyamoto voulait surprendre tout le monde parce qu'en fait, il y avait l'idée de, à chaque pas, vous avancez vers l'inconnu. Vous allez découvrir, il y a des petits éléments de décor qui vont s'ajouter et ainsi de suite. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, la première partie que j'ai faite, j'avançais tout doucement. Je n'osais pas courir avec le personnage parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Et au final, c'était un peu l'aventure, quoi. Tu t'avançais là-dedans et il y avait des éléments de décor qui arrivaient. Et ça, c'était une vraie prouesse technique pour l'époque que seule la Famicom a permis, en fait, par rapport à sa puissance de calcul. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est toujours très casse-gueule de dire c'est le premier à faire ceci, cela, parce qu'on trouve toujours sur un vieux micro obscur un truc qui a fait le truc avant. Et notamment pour la plateforme, c'est vrai qu'on a tendance à dire que Donkey Kong est le premier jeu qui implémente le saut comme son élément principal du gameplay. Mais en cherchant bien, on va forcément trouver un gars qui a fait dans son garage un jeu où il y avait déjà un personnage qui sautait. Donc c'est toujours très très difficile. Le premier jeu de plateforme, Super Mario, c'est malheureusement pas le cas dans le sens où il y a déjà, encore une fois, Pac-Man. Pac-Man a révolutionné aussi le jeu vidéo, donc il faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a un jeu qui s'appelle Pac-Land qui est considéré comme peut-être le jeu sur lequel Miyamoto s'est le plus influencé, parce qu'il y a déjà du scrolling dans Pac-Land. Mais le truc avec Pac-Land, c'est que le système de contrôle n'a rien à voir avec Mario, et le scrolling est dans le sens inverse. Et Mario, en fait, va complètement revoir ses mécaniques de jeu, notamment du contrôle, et le scrolling en réalité. Et c'est Mario qui va poser les bases de ce que doit être un bon jeu en termes d'ergonomie de plateforme. Le défilement de gauche à droite, il est assez logique. C'est le même sens que nous, le sens de lecture. C'est parce qu'en fait, le cerveau, en tout cas pour les droitiers, est configuré pour être plus confortable et mieux assimiler les informations quand ça va de gauche à droite. Quand ça va de droite à gauche, c'est plus compliqué pour le cerveau. Il y a plein d'études qui sont faites comme ça du côté de Nintendo pour avoir le meilleur confort de jeu. Et c'est effectivement Mario qui va implanter... Poser les bases de ce que doit être un bon jeu de plateforme. Et puis, il ne faut pas oublier que sur borne d'arcade, effectivement, parce que avant quand même la fin des années 70, le début des années 80, c'est l'âge d'or de l'arcade, les consoles de jeux n'existent pas vraiment, elles en sont qu'à leur balbutiement. Comme on le disait, la Famicom a besoin vraiment d'exploser, de devenir vraiment, de régner en fait sur la planète jeux vidéo. Et on a un jeu effectivement qui bénéficie d'une puissance de calcul qui est hors norme pour l'époque. On a la possibilité non seulement d'avoir un défilement effectivement horizontal, qui nous permet d'avancer vers l'inconnu pendant quand même pas mal de tableaux. Hein. Le premier niveau de Super Mario Bros. En plus d'être un modèle de level design, on apprend vraiment tous les éléments de gameplay du jeu, on maîtrise... En tout cas, on a tout assimilé en un seul niveau, on comprend tout. C'est pas un seul niveau. C'est-à-dire qu'on a fini le premier niveau du jeu, on a déjà l'impression d'avoir vécu une aventure assez extraordinaire. Et en vérité, il y a 32 niveaux en tout. C'est énorme. Pour l'époque, non seulement en termes de jouabilité, de simplicité d'accès, d'idées de level design partout, c'est déjà une révolution, mais en termes de longévité et de contenu, c'est absolument gargantuesque. C'est-à-dire que non seulement le jeu est très jouable, non seulement on a quelque chose qu'on n'a jamais vu sur borne, mais en plus... c'est démesurément long pour l'époque. Et d'ailleurs, pour résoudre ça, comme il n'y avait pas de sauvegarde dans la cartouche, on a inventé les warp zones. Et ça, c'était un endroit finalement qui faisait... Enfin, pour le joueur, on se disait, on saute par-dessus une brique, on est au-dessus de l'écran au niveau des scores. On rappelle pour les warp zones, si jamais les gens ne connaissent pas, c'est qu'on a un système dans Mario de tuyaux cachés qui nous permettent d'aller d'un niveau à un autre, puisque à l'époque, on n'avait ni sauvegarde, ni password. C'est des passages secrets, ouais. Et un niveau plus avancé, surtout, ce qui nous permet de skipper quand même pas mal de niveaux. Voilà, ouais. Et ça, c'est vrai que c'était cette partie qui était assez démente parce que, en fait, on pouvait aller récupérer quand même le niveau très rapidement qu'on avait un peu perdu. C'était déjà au niveau 1
-2 qu'on pouvait trouver la première Warp Zone. Et ça, c'était vraiment fort. Oui, et puis après, il y avait aussi le côté communautaire qui s'est mis en place parce que Nintendo a très rapidement compris, notamment au Japon, il y a un jeu qui a très bien marché en arcade qui s'appelait Xevious. Et il a très bien marché pour plein de raisons. Non seulement le jeu était bon, mais c'est aussi parce qu'il y avait plein de bonus cachés qu'il fallait trouver soi-même. Et ça a déclenché de vraies folies au Japon où les communautés se regroupaient pour savoir, tiens, j'ai trouvé une astuce ici. Et Nintendo a remarqué que ça a créé le buzz, en fait, que dans les cours de récréation, les gamins communiquaient entre eux et donc ça répandait Mario comme un virus. Et donc Miyamoto et son équipe se sont ils ont fait en sorte de cacher énormément de secrets, de champignons cachés, de passages secrets, donc les Warp Zones. Et ça a cartonné auprès des enfants parce que c'était à celui qui trouverait le premier un nouveau secret et il serait très fier de le raconter le lendemain dans la cour de récré, quoi. Mais justement, à qui on s'adresse au départ avec Mario ? Clairement aux enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le jeu vidéo, en tout cas sur console, c'est un public d'enfants on va dire 6-12 ans. C'est vraiment le cœur de cible. On peut monter jusqu'à 15-16 ans, mais souvent, à l'époque, ils considéraient qu'à 15-16 ans, les gamins lâchaient les jeux vidéo pour faire d'autres choses. Voilà. Mais, sauf qu'on l'a vu avec Mario, en fait, ça a plu aussi à un public adolescent, voire même jeunes adultes, etc. C'est peut-être là aussi où Mario a su rassembler les âges et... Il y avait deux choses. Il y avait des salles d'arcade qui étaient pour les grands, parce qu'effectivement, c'était des endroits qui étaient enfumés, parfois un peu mal famés, etc. Interdit aux mineurs en France. En France, oui, ça a été rapidement interdit aux mineurs, au Japon aussi. Et donc les consoles et la Famicom, c'était ça en réalité, c'était de porter des jeux comme Donkey Kong, parce que les enfants étaient frustrés de ne pas pouvoir aller jouer avec les grands frères. Et donc on leur a dit, vous allez pouvoir jouer à Donkey Kong chez vous, en fait. Et ça, c'était un argument très fort, très puissant. Donc il y avait vraiment deux types de publics, les consoles pour les enfants et les grands, ils vont jouer dans les salles d'arcade, quoi. Mais Mario a quand même démocratisé le jeu pour tous, oui. C'est la philosophie, de toute façon, de la console. Elle s'appelle Family Computer, le nom n'est pas anodin. Et puis le concept, c'était vraiment d'importer l'arcade à la maison pour que tout le monde puisse jouer à ces jeux qui, effectivement, n'étaient pas forcément réservés à tous les publics. Moi, je pense qu'on entre dans une autre dimension avec l'arrivée de Mario 3, Super Mario Bros 3, sur NES, où là, en fait, en tout cas, moi, de ma vision de Français à l'époque, de jeune adolescent, j'ai l'impression qu'on passe dans une autre dimension, et tant dans le jeu vidéo, mais que pour l'aura de Mario. Est-ce que c'est le cas ? Super Mario 3 va écrire toute la grammaire en fait, de Super Mario. C'est-à-dire que Super Mario Bros va poser les bases d'un monde, mais celui-là, on le voit, vous le voyez à l'image sans doute, en fait, il y a toutes les petites options, les transformations, pléthore d'ennemis, il a plein de gestes en plus. Il va glisser, il va voler. Voilà, donc on va avoir droit à tout un tas de, on va dire ça va écrire la grammaire de Mario et qu'on va retrouver toujours dans tous les jeux Mario quasiment. Et c'est vrai que ça c'est devenu un monument. Nintendo avait expliqué à l'époque que le jeu s'était vendu, je crois, à près de 20 millions d'exemplaires. C'était quasiment, c'était énorme. On compte pas les versions numériques derrière qui ont été faites et tout ça. Et c'est vrai que c'est un jeu monumental. Puisqu'on parle de chiffres, on nous a donné un chiffre. Si on cumule toutes les ventes des Mario, il se vendrait un Mario, ou il serait vendu un épisode de Mario toutes les 3 secondes. C'est dingue, ouais. C'est quand même hallucinant. Là, on est en quelle année, Super Mario Bros 3 ? 88 au Japon et 90, 11 en Occident. En Occident, et je crois que c'est arrivé 3 ans plus tard, même en France. Très tard. C'est très tard. C'est arrivé en France quand la Super Famicom était déjà sortie au Japon. C'est-à-dire que nous, on avait quasiment une demi-génération de retard à ce moment-là, en fait. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'être complètement happé par le jeu et par le culte Mario. D'ailleurs, on va y venir tout de suite, le culte Mario. Donc évidemment, il y a tout un univers qui s'est créé autour de Mario, et moi je pense que c'est une des clés du succès également. Encore une fois, moi j'arrive pas à dissocier de toute façon Nintendo et Mario, parce que pour moi les deux aujourd'hui sont indissociables, notamment dans leur code. Et pour moi, ce qui a fait le succès de Mario, déjà, c'est le personnage lui-même, c'est le principe du jeu, mais c'est aussi un univers identifiable facilement, extrêmement riche, et finalement, au fil du temps, qui est devenu culte. On l'a dit, il y a les tuyaux, les champignons, il y a Mario, il y a Luigi, il y a Toad. Comment, justement, a été créé tout cet univers et comment il s'est étoffé au fil du temps ? Ce qui permet en même temps de créer une star de la pop culture, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle un lore. Littéralement, c'est tout un univers qui permet, comme tu l'as dit, d'identifier instantanément que tu es
dans l'univers de ce personnage, en fait, tu as déjà envie d'y jouer parce que tu sais que tu vas retrouver des éléments déjà connus, mais tu sais aussi que c'est une licence qui est liée à l'innovation aussi. Et forcément, tu as cette espèce d'attrait permanent parce que tu connais, mais tu sais que tu vas être surpris. Et ça, c'est une force que très très peu de licences ont en fait. Oui, et puis on peut rajouter à ça effectivement le fait que Nintendo, peut-être inconsciemment, va développer une licence qui soit de toute façon accessible à tous et rassurante aussi pour les parents. Pour les enfants aussi, évidemment, la qualité des jeux est telle que les enfants adorent et ils en redemandent. Donc en fait, ça fait plaisir à tout le monde. Nintendo a cette philosophie de faire plaisir à tout le monde depuis le début de son existence. Et pour créer un lore intéressant, mais qui s'imprègne bien dans la population, il faut que ceux qui ont la main au portefeuille soient rassurés, en fait. Et là, en l'occurrence, vu qu'on s'adresse aux enfants, Nintendo avait déjà bonne presse au Japon à cette époque, mais Mario inspire confiance. On sait que quand on a un jeu Mario, on n'aura pas de violence, enfin gratuite du moins, parce qu'on écrase des champignons et des tortues. Mais bon, on a vu pire. On a vu pire. Donc, effectivement, c'est rassurant pour les parents. Et puis, auprès des enfants aussi, il y a tout le merchandising qui se met autour. C'est coloré, c'est joyeux, il y a plein de petits détails partout. Ce qui fait que les enfants achètent des cahiers, des gommes, des trousses, etc. Donc, vraiment, Nintendo a réussi ce tour de force d'imposer une licence, ensuite de passer le difficile cap des générations, quoi. Il y a plein de licences de pop culture, comme Popeye, qui, une fois qu'elles ont franchi la génération, n'arrivent pas à séduire celle des enfants, quoi. Alors que Mario, si on en est là aujourd'hui, c'est que vraiment ça a été le cas, c'est vraiment un héros transgénérationnel, on va y revenir après, mais c'est aussi là où il est important de préciser justement qu'il est passé de personnage de jeux vidéo à icône de jeux vidéo à icône tout court. On l'a dit, il y a eu beaucoup de merchandising. Moi, je l'ai déjà dit, mais moi j'avais un survêtement Super Mario Bros 3 quand j'étais petit. On rêvait tous, quand on était jeune, d'avoir des objets à l'effigie de Mario. Et puis, il y a cette transformation. On voit Mario en manga, on voit Mario en série animée. Et puis là, l'ultime consécration, enfin, on croit, c'est qu'on voit arriver un film IRL avec de vrais acteurs, un film live, Super Mario Bros. Alors, comment ça a été possible ? On va revenir après sur la qualité de ce film, mais comment ce fut possible ? Vas-y, je t'en prie. Très clairement, il y a des sondages aux États-Unis qui sont faits rapidement dans les années 90, notamment avec la sortie de la Super NES. Et on découvre avec stupéfaction, et ça c'est longtemps devenu la rengaine marketing de Nintendo, un personnage plus connu que Mickey Mouse. Oui. Et pour les Américains, c'était quelque chose d'assez bluffant. Effectivement, Mickey Mouse était en perte de vitesse et Mario explosait littéralement. Donc forcément, ça n'a pas échappé à l'oreille des producteurs d'Hollywood, de New York. Enfin bref, tous les réalisateurs se sont battus pour essayer d'obtenir la licence Super Mario, le plus offrant à gagner, avec un résultat effectivement qui est décrié. Mais néanmoins, à partir du moment où tu deviens plus puissant que Mickey Mouse, il est logique, dans la logique américaine, justement, de transformer ça du mieux que tu peux au cinéma, qui est l'industrie majeure de l'entertainment américain. Ça paraissait logique. Avec quand même au casting Dennis Hopper, Bob Hoskins, John Leguizamo, un Yoshi tout droit sorti de Jurassic Park moins cher. Voilà, on a un vrai casting, etc. Moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit. Je suis ressorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du tout Mario. Parce que c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, où il est important quand on est une icône telle que Mario, c'est que qu'est-ce que les gens voulaient ? C'était voir Mario au cinéma. Là, on a vu Mario dans un film qui n'était pas dans l'univers de Mario. En fait, je crois qu'on a surtout vu Blade Runner avec des petits clins d'œil à Mario à droite à gauche. En fait. Effectivement, il y a des défenseurs du film. Effectivement, j'ai vu des arguments sur YouTube qui étaient très intéressants. Les gens disaient non, en réalité, Super Mario est un super film et c'est vraiment une adaptation. Regardez, il y a un super scope ici, puis là, il est en rouge et puis il fait OK, mais c'est des clins d'œil. C'est pas l'univers de Mario en réalité. Guillaume a un autre avis. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que c'est un film. Je vais un peu exagérer, mais c'est sa scène post-générique qui est complètement méconnue, qui explique en fait pourquoi ce film est comme ça. Dans sa scène post-générique, tu vois deux développeurs japonais de jeux vidéo qui vont à la rencontre de deux personnages qui à ce moment-là sont hors champ en disant voilà, on a été mis au courant de vos aventures et on veut en faire un jeu vidéo. Alors bon, finalement on se retourne et on tombe sur les deux cousins Koopa qui sont deux crétins absolus. C'est histoire de parodier un peu, de dire voilà, on va faire les super Koopa Cousins. Mais on a l'impression qu'en fait c'est une façon de dire cette histoire est une origin story et le jeu vidéo en fait est une adaptation de ce que vous avez vu dans le film. Alors évidemment c'est complètement crétin, mais c'est une façon
un petit peu de dire voilà pourquoi le film est comme ça. Ouais. Voilà, c'est une façon de sauver les apparences. Ça reste un film effectivement quand même assez moyen, pour ne pas dire médiocre. Mais moi, j'ai de l'affection pour ce film. Mais pour moi, il n'est pas tout public. Et ça, c'est un truc très bizarre. Oui. C'est vrai. C'est un film, voilà, comme tu dis, c'est une espèce de Blade Runner. C'est très, très cyberpunk, en fait. Tu vois quand même beaucoup de détails dans le décor qui sont franchement très Peggy 16, voire plus. Et c'est pas un film pour enfants, c'est ça qui est curieux. Le Koopa, le Bowser incarné par Dennis Hopper. Il y a beaucoup de mauvais goût, en fait. Voilà, avec cette langue qui pendouille. On a quelque chose d'un petit peu organique, limite alien. C'est très bizarre de voir ça dans le film. Je pense que les temps ont quand même changé maintenant parce que clairement Hollywood, c'est un film de Hollywood, hein, on est d'accord? Oui. C'était la toute-puissance d'Hollywood. Nintendo peut-être s'est senti flatté qu'on vienne leur demander une adaptation. Et les mecs derrière n'ont fait que ce qu'ils voulaient. Nintendo n'a vraiment, à mon avis, pas eu beaucoup de droits de regard. Aujourd'hui, ça a changé. Nintendo est devenu certainement aussi puissant qu'Hollywood tout entier. Bon, j'exagère un petit peu, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Nintendo travaille sur un autre film, Super Mario, avec la supervision de Miyamoto en personne, évidemment le contrôle de Nintendo. Donc on peut s'attendre à avoir un film qui soit en image de synthèse visiblement, mais qui soit vraiment très fidèle à la vision de Nintendo. Mais à cette époque, en 92-93, ouais, clairement, Hollywood fait ce qu'il veut avec la licence Mario. Ils ont acheté, donc maintenant, c'est à nous d'imposer notre vision, quoi. Mais là aussi, quand même, Mario est assez novateur, parce que, si je me souviens bien, c'est le premier film tiré d'un héros de jeu vidéo, non? Alors, presque. Ouais, c'est toujours très compliqué, encore une fois, de dire les premiers. Non, en tout cas, de cette portée-là, parce qu'après, c'est suivi. On a eu après Street Fighter, on a eu Mortal Kombat. Double Dragon avant. Ah oui, c'était avant Mario, Double Dragon? C'est compliqué, parce que c'est à peu près c'est la même période, avec les retards, donc en fait, on peut toujours dire ouais, mais le projet a été monté avant, donc c'est lui le avec Alyssa Milano, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement, ouais. Bon, si on nommait Double Dragon dans la même période. On peut dire que c'est un des premiers, puis là, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, Mario, la seule concurrence qu'il peut avoir, c'est chez Sega, et on va en parler rapidement, c'est Sonic en fait. Sega a créé un rival à Mario, un personnage plus dans l'air du temps, on va dire, plus adolescent, avec un hérisson bleu, sauf que lui, il aura fallu attendre quand même quelques années avant d'avoir un film. C'est fou quand on y pense. Meilleur que le film Mario en plus. Ouais. Oui, il est très bon. Le film Sonic est très bon. Je pense que les dirigeants de Sega, quand ils ont vu le film Mario, se sont dit hop, si on a des contacts, on met direct sur l'annonce. Désolé, nous n'habitons plus à l'adresse. Donc peut-être que ça a joué en se disant ouais, on va peut-être attendre avant de dire oui pour. Ça a refroidi. C'est possible, ouais. Et puis les moyens techniques aussi. Animer un hérisson, déjà quand on voit ce qu'ils avaient fait des Koopas pour le film Mario, bon. Et puis Sonic avait encore une popularité à se faire malgré tout en 92-13, même s'il commençait effectivement à être très connu, il n'avait pas l'aura de Mario et autant un film Mario raté, ça risquait pas d'avoir de grandes incidences sur Mario en tant qu'icône populaire. Alors ça c'est intéressant, j'aimerais bien qu'on s'y attarde justement. Tu dis ça risque pas, mais est-ce qu'il y a eu une crainte quand même? Parce qu'on a vu un film qui a vraiment énormément déçu les plus jeunes et les moins jeunes. Est-ce qu'il n'y avait pas une probable incidence justement sur l'aura de Mario? On a vu que non, mais il y avait un risque quand même. Ça aurait pu, bien entendu. Après, il y a un autre film qui arrivait juste derrière, je crois, qui s'appelait The Wizard. Chez nous, qui s'appelait Video Game Kid ou Video Kid. Dans lequel, en fait, étaient présentées en avant-première les premières images de Mario 3, etc. En fait, ce film-là a complètement inversé la... C'était celui-ci où il y avait le Power Glove, non? C'était pas celui-ci, si, avec le Power Glove. Oui, il y a la scène avec le Power Glove. C'est l'histoire d'un enfant qui a des petits soucis, il est autiste, mais il a un don incroyable pour les jeux vidéo, et donc il décide de parcourir les États-Unis pour faire des concours de jeux vidéo, et il gagne la grande finale. Et la grande finale, c'est sur Super Mario 3 qui est présenté à ce moment-là, avec une grandiloquence incroyable. Et c'est vrai que la mise en scène, la présentation de Mario a fait qu'aux États-Unis, le film qui n'a pas trop mal marché auprès des enfants, tout le monde en fait a complètement oublié Super Mario, certainement, du moins ce faux pas. Et de toute façon, c'est précipité sur Mario 3 à sa sortie. Hein. Et puis surtout, Super Mario 3, il y avait une forme de teasing dans le film The Wizard, parce que quand il est sorti aux États-Unis, en fait, Super Mario 3 n'était pas sorti aux États-Unis, il était sorti au Japon. Et en fait, c'est comme si vous aviez une preview géante au cinéma sur un GTA 6, par exemple. À l'époque, c'était vécu comme ça. Hein. Et ça faisait venir les enfants en masse qui voulaient voir, en fait, Mario 3 sur grand écran, qu'est-ce qu'ils allaient avoir. Et ça avait contribué au succès du film, en fait, The Wizard. Justement.
C'est un film sponsorisé par Nintendo. Et d'ailleurs, c'était oui, parce que c'est les tournois Nintendo qu'il y avait à l'époque aussi. Les critiques américaines avaient descendu le film d'ailleurs en disant que c'était une publicité géante pour Nintendo, puisque c'était un placement de produit géant. Mais on a eu une série animée dans le même genre. Alors oui. Alors après, là, c'est autre chose. Là, c'est officiel et effectivement, c'est assumé tel quel. C'est assumé tel quel. Mais effectivement, The Wizard, aujourd'hui, un YouTuber ferait ça, il serait blacklisté tout de suite, quoi. mais non, clairement, après, ça a été décliné comme Pac-Man, comme Popeye. Il y a eu des dessins animés à la télévision, le Super Mario Show, avec aussi des animateurs IRL qui animaient, qui faisaient des interludes. Le Mario Rap aussi. Ouais, cette extraordinaire chanson. C'était magnifique. Mais c'est vrai que Nintendo, pour terminer sur le film, aujourd'hui, Nintendo ne mentionne absolument pas ce film. Il n'a jamais existé. Il ne fait pas partie de la timeline officielle de Mario. Ce qui paraît assez logique. Ce qui est très bizarre, c'est que les ayants droit de ce film, ils continuent quand même de se gaver dessus parce qu'il y a encore des sorties Blu-ray qui arrivent. Je ne sais pas en fait combien d'années ils ont signé les droits d'exploitation de ce film, parce qu'il date de 93. Il aura donc 18 ans l'année prochaine. On a la version japonaise qui sort en Blu-ray début décembre. Ah oui. C'est assez dingue. Mais moi, encore une fois, j'ai de l'affection pour ce film. Je ne sais pas si c'est un truc malsain, mais j'aime bien. Il fait partie de ces films qu'on adore détester, quoi. Mais on l'a tous vu au final. Mais bien sûr. Moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Donc, je me suis dit, au final, ça va. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Moi, j'estime que la Super Nintendo fait passer déjà Nintendo dans une autre galaxie, mondialement, mais aussi Mario. Et c'est à ce moment-là où, en fait, peut-être... on a les prémices du fait que Mario devient transgénérationnel. La transgénération, je pense, se fait un petit peu plus tard, mais parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que les joueurs de Famicom, en réalité, vont pas rester jeux vidéo. En fait, ils vont passer sur Super Famicom. Donc la génération, c'est encore beaucoup trop court en termes d'histoire. Entre Mario 1 et Mario 4, il se passe que 5 ans, enfin 6 ans. Donc c'est quand même pas suffisant pour passer d'une génération à une autre. Moi, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas, que c'est à ce moment-là où des parents ont commencé à jouer avec leurs enfants un petit peu plus qu'auparavant. C'est probable. Après, je pense que le changement de transition se fait avec la N64. Là, on a vraiment un nouveau public qui découvre les jeux vidéo. C'est ce qu'on appellera plus tard chez nous la génération PlayStation. Mais au Japon... Paradoxal pour parler de... C'est un peu paradoxal pour parler de ça, mais effectivement, ça a été le phénomène du moment, quand bien même Mario 64 et la N64 ont connu un grand succès populaire et critique et tout ce que vous voulez. Mario 64 est resté dans l'histoire, évidemment. On en parlera plus tard. Mais le changement de génération se fait à ce moment-là, effectivement. Là, on commence à voir des gens qui font découvrir à leurs enfants la N64, alors que eux ont connu la NES. Il y a déjà ce changement qui se fait à cette période. Ouais. Bah justement, j'aimerais qu'on aborde maintenant Mario à travers les âges. Alors, pourquoi Mario à travers les âges? Parce que, selon moi, et comme tu l'as abordé un petit peu juste avant avec Mario 64, on a à chaque génération de console son Mario, chaque génération de console Nintendo, un Mario, on va dire globalement tous importants, pas seulement pour l'univers Mario, mais également pour le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque génération, Mario a révolutionné son genre, a réinterprété ses propres codes, s'est réinventé lui-même? Oui et non. Parce que je serais tenté de dire qu'il y a certains Mario qui ont révolutionné non seulement la licence, mais carrément le genre tout entier. C'est le cas de Super Mario Bros, c'est le cas de Super Mario 64. Et d'autres qui ont juste révolutionné une licence toute seule. Mais Mario World, pour toi, c'est trop ressemblant à Mario Bros 3. Mais je pense aussi à des jeux comme Mario Sunshine et Mario Galaxy, qui clairement ont complètement transfiguré ce que Mario était, en donnant une dimension un peu plus aventure avec Sunshine, en bouleversant en fait tous les codes de gravité établis dans le jeu de plateforme dans Galaxy, en lui donnant vraiment une toute autre dimension en fait aux platformers 3D, mais de façon assez étonnante, ils n'ont pas trop été suivis, ces deux jeux-là. Alors que Super Mario 64 a posé vraiment les bases de ce que devait être un grand jeu de plateforme 3D. Et c'est que mon point de vue, bien sûr, mais j'ai toujours cette sensation que quasiment aucun concurrent de Mario, sur ce qui est de la 3D, j'entends, n'a réussi à arriver au niveau de Mario. Sur la 2D, ça, il n'y a pas de problème. Les platformers 2D, ça a continué, et on en fait toujours de nos jours. Des platformers 2D qui surpassent allègrement ce que les Super Mario Bros ont pu faire. Aujourd'hui, on en fait plein avec les jeux 2D HD, et puis tous ces jeux 1D qui sont des platformers d'exception. Mais sur le platformer 3D, j'ai toujours cette sensation que 25 ans après Super Mario 64, quasiment, on n'a toujours pas d'équivalent, en fait. Mais c'est intéressant, ce que tu dis, parce que sur la 2D, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, Mario a posé les bases. Les concurrents ont fait quoi? On fait que reprendre les bases et essayer de s'adapter à ces bases. Sur Mario 64,
c'est pareil. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, Nintendo introduisait avec la Nintendo 64 sa fameuse manette. Avec le joystick. Voilà, le joystick, ça faisait tout. On pouvait, comme c'était analogique, on pouvait faire marcher Mario, puis courir si on appuyait un peu plus fort, mais aussi sur le côté, il y avait les petits boutons jaunes qui permettaient d'orienter la caméra. Et ça, c'était révolutionnaire. Et c'était une volonté de Miyamoto notamment, et aussi des autres programmeurs de Nintendo qu'il ne faut pas oublier, comme Takashi Tezuka aussi, qui est quand même son bras droit. Et en fait, le côté important en fait, de Nintendo dans l'apport de la plateforme en 3D, ça a été de pouvoir tourner autour du personnage et pouvoir en fait comprendre le décor qu'on avait autour de nous. Et surtout aussi, la Nintendo 64, il y avait un gap technique avec la PlayStation. La PlayStation, c'était des textures qu'on agençait en 3D. Là, on passait à de la vraie 3D et qui nous permettait d'ouvrir le champ des possibles avec un monde ouvert sans pareil. Et ça faisait la différence parce que tous les programmeurs, à l'époque, étaient subjugués par Super Mario 64. Clairement, c'est un jeu qui a su donner le là à tous les jeux de plateforme 3D derrière. Et en termes de révolution, en fait, ce qui est hyper important, c'est que Nintendo, encore une fois, tout à l'heure on disait que c'était le game design qui justifiait ensuite le jeu ou le scénario, etc. Mario a effectivement révolutionné au moins sous deux aspects les consoles. Quand tu disais que chaque console apportait sa révolution avec Mario et Mario a apporté sa révolution. La NES, effectivement, le D-pad a été inventé, comme le disait justement mon compère, pour pouvoir contrôler Mario dans Donkey Kong. Avant, c'était un joystick, mais pour une console, et notamment les Game & Watch, c'était plutôt le D-pad qui sera breveté par Nintendo, c'est une invention de Nintendo. Donc ça, c'est pour Mario qu'a été inventé ce D-pad. Et encore une fois, pour la Super Nintendo, l'innovation de la manette, c'était les deux gâchettes L et R, etc. Là, c'est pas pour Mario, c'est pour F-Zero. Donc, on ne peut pas dire que la Nintendo, du moins Super Mario World, ait influencé la révolution. Oui, mais je vais revenir après sur un autre épisode de Mario sur Super Nintendo. Et en effet, l'autre grosse révolution, je confirme encore une fois les dires de mes comparses, c'est que le stick... Nintendo 64. Ouais, le stick, exactement, a été inventé parce qu'ils avaient cette volonté d'utiliser Mario dans un open world et avec des mouvements de caméra. Et ils avaient besoin de ce stick très spécifique. Et c'était une innovation révolutionnaire qui a effectivement tout changé. Avant, avec un D-pad, c'est très difficile de gérer l'espace et les mouvements en 3D. Que Sony va copier d'ailleurs en faisant le DualShock pour pouvoir aussi s'orienter comme ça. Parce que les Tomb Raider, je ne sais pas si vous avez essayé d'y rejouer, les premiers Tomb Raider, c'était très Resident Evil aussi. Et donc, la révolution en fait, de la manette technologique s'est faite parce qu'on en avait besoin pour Mario. Voilà, donc Nintendo s'adapte aux jeux qu'ils veulent fabriquer, quoi. Alors, moi, j'étais très surpris, c'est que personne ne me cite sur Super Nintendo Super Mario Kart. Ah oui. Parce qu'on n'est pas encore forcé avec. On n'est pas dans la plateforme, mais désolé, c'est juste génialissime. Et là, c'est Mario aussi. Ouais. Qui, pour moi, c'est le plus bel épisode de Mario sur Super Nintendo, mais c'est une révolution. Il réinvente F-Zero, en fait. C'est l'invention du party game, en fait. Voilà. En fait, l'histoire de Mario Kart est absolument fabuleuse parce qu'à la base, c'est F-Zero. F-Zero va super vite, mais la frustration que Nintendo a avec F-Zero, c'est qu'on ne peut pas y jouer à deux. Et parce qu'ils se sont rendus compte. F-Zero, on le rappelle, c'est un jeu de course futuriste qui était Day One de la Super Nintendo, qui initie un procédé technologique qui est le mode 7. Ouais, et c'est pas dans la philosophie Nintendo. Encore une fois, Famicom, c'est Family Computer, et la Super Famicom, donc c'est la Super Family Computer. Et le fait de ne pouvoir jouer que tout seul, c'est une vraie frustration pour. Voilà, encore une fois, ils voulaient faire des party games. Et quand ils se sont rendus compte que F-Zero, quand on y jouait à deux simultanément, ça faisait ralentir très très vite, ils se sont dit, ouh, c'est plus de la Formule 1, donc de la F-Zero, plus rapide que la F1, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui va moins vite qu'une Formule 1? Il y a plein de véhicules, mais ils se sont dit, mais ce serait bien d'avoir des véhicules identifiables. Et ils se sont dit, ce serait bien d'utiliser Mario, parce que lui, il est identifiable, mais si on met Mario dans une voiture, on ne le voit pas au final. C'est le problème de 3D Hot Mario. Enfin, il y a un jeu comme ça sur Famicom où c'est que des voitures, mais on ne voit pas les personnages. Pour voir les personnages, il fallait qu'ils se soient décapotables. Donc faire un outrun, ouais, pourquoi pas, mais c'est trop lent pour la console. Donc au final, ils ont l'idée du kart, qui lui est finalement une machine qui est assez lente, entre guillemets, mais qui correspond finalement aux limitations techniques de la console, quoi. Et là, on retrouve tout l'univers de Mario dans un jeu de voiture. Pour moi, c'est révolutionnaire.
parce qu'après, on a eu des clones. Hein. On a eu Street Racer, par exemple, qui n'était pas si mal que ça, hein, vraiment. Hein. On peut le dire. On a eu du Crash Bandicoot Team Racing, on a eu Sonic. Voilà, on en a eu à foison. Mais personne n'a pu rivaliser avec Mario Kart. Donc pour moi, sur Super Nintendo, on a eu un Mario majeur, et c'est Mario Kart. Et ça initie, comme tu disais tout à l'heure, le party game. C'est que le tournant en fait de la licence Mario sur Super Nintendo. C'est pour ça que je disais que c'était pas Super Mario World, parce que autant voilà Super Mario Bros et Super Mario 64 ont révolutionné le jeu de plateforme à travers Mario, Nintendo a trouvé le moyen de révolutionner un autre style de jeu à travers Mario, c'est le party game, parce que Nintendo, comme tu l'as dit, voilà, c'est Family Computer, puis Super Famicom. C'était des consoles qui, il ne faut pas l'oublier, étaient vendues en bundle avec 2 manettes. C'est très important. Quand on achetait une console Nintendo, on avait 2 manettes. Au Japon, pas en France. Hein. En France, le premier pack Super NES, il sortait aussi avec 2 manettes. Ah oui, mais Super Mario World et 2 manettes. Après, je peux te dire, moi, ça a vite arrêté. Moi, j'ai acheté qu'une manette. Street Fighter 2 avec 2 manettes aussi, mais ça, c'était plus que logique. Ouais. Par contre, de façon très bizarre, le pack Super Mario Kart qui est sorti assez tardivement avec une manette, et ça, c'était une aberration. C'est pour ça qu'il ne s'est pas très bien vendu d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui est pensé pour être joué à 2, qui est aussi pensé pour être joué seul avec le time trial, et j'en sais quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment un jeu qui est fait pour le multijoueur, et surtout, Miyamoto l'avait expliqué dans une interview assez tardive, c'est un jeu qui a été, pendant 80% du temps, bossé pour son battle mode. Avec les ballons. Oui. C'est-à-dire que c'était un jeu de course, effectivement, c'était une espèce de dérivé de F0, ça devait être un F0 2 transformé en Mario Kart, mais surtout, ils se sont dit, nous, on veut un truc où les gens se défoulent un peu, où ils peuvent vraiment s'affronter, littéralement, parce qu'effectivement, le problème du jeu de course, c'est que si tu en as un, effectivement, qui maîtrise bien le circuit, qui a commencé à bien comprendre le truc, qui est bon sur un jeu d'arcade de Formule 1 ou un truc du genre, il va tout défoncer et ça va pas être drôle. C'est pour ça qu'on rajoute les objets qui permettent justement de créer des espèces de petits malus, que ce soit les carapaces, que ce soit les éclairs. Mais c'est aussi pour ça qu'on crée un mode bataille où les deux partent un peu plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mode battle, c'est on a 3 ballons et on doit chasser l'adversaire, on va dire, et lui éclater ses ballons par différentes manières. C'est dans une arène fermée, c'est littéralement, je vais presque dire, c'est l'ancêtre de beaucoup de jeux en fait, de shooter ou de battle royale. Tu es littéralement tu dois être le dernier en vie avec au moins un de ces 3 ballons qui est là. Et effectivement, tous les moyens sont bons pour exploser. Il y a un peu de Bomberman dans ce monde, dans ce mode de jeu. C'est vrai. Mais voilà, et on le voit après. On a des party games qui vont se créer autour de Mario. On a des jeux de sport qui vont se créer autour de Mario. En fait, Nintendo essaye comment dirais-je, d'innover, mais en gardant une référence, c'est toujours Mario. C'est indéboulonnable. Au profit de la convivialité. Ouais, et c'est vrai que Mario est déjà indéboulonnable à cette époque, et ils se sont rendus compte, il y a plein de jeux sur Game Boy qui s'appelaient tennis, soccer, etc., qui ont gentiment marché. Et ils se sont dit, et si on met Mario dessus, c'est le même jeu, hein, mais si on met Mario dessus, comment c'est ? Et puis ils ont vu un 0 de plus sur les ventes. Donc ils se sont dit, c'est un filon qu'il faut exploiter, c'est du marketing de base. Hein. Mais c'est vrai que Nintendo met un petit peu de temps à s'en rendre compte, et avant de faire de véritables spin-off et de sortir Mario du concept de la plateforme. Et Super Mario Kart va être un déclic pour Nintendo, évidemment. C'est un des meilleurs jeux, c'est un des jeux les plus vendus en plus sur Super Nintendo. Donc là, ils se disent, on tient un truc quand même. Mario, c'est pas que de la plateforme, on peut lui faire n'importe quoi, en fait. Et c'est à ce moment-là où, après, il y avait Dr Mario, tout ça avant, mais là, vraiment, c'est... Et on n'a même pas eu le temps d'aborder, évidemment, les épisodes Game Boy qui sont, à mon sens, fabuleux. Hein, les Mario Land et puis Wario, même, hein, on n'a pas eu le temps encore. Mais là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, ou en tout cas qu'on se projette sur l'avenir de Mario. Quel avenir pour notre plombier moustachu préféré ? La question se pose, hein, parce qu'on l'a vu, hein, on a eu un très bel épisode sur Switch. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut voir dans les prochaines années ? On l'a dit, il y a un film en préparation, mais quoi d'autre ? Comme on le disait, Mario, c'est un petit peu un vecteur d'innovation à travers la tradition. Parce que c'est des codes bien établis, c'est une recette qui marche à chaque fois, mais on change toujours quelque chose, histoire quand même de proposer de la nouveauté, de proposer quelque chose qui en plus va marcher et est efficace. Très bientôt, on va avoir justement le Mario Kart Live Home Circuit qui sort sur Switch, qui est vraiment un pari pour le coup de Nintendo. Alors, on explique ce que c'est. Alors, c'est des courses de cartes en fait, mais en réalité augmentée. Voilà. Alors, on place des sortes de portails au sol pour créer un circuit. Chez soi, ouais. Et on a vu les premières images. Le kart de Mario est assez balèze. Et donc, on a
véritablement un Mario Kart chez nous ou dans l'endroit qu'on veut, qu'on pilote réellement. Avec une caméra embarquée qui permet d'être sur son écran. De retranscrire sur... Et d'avoir, en fait, alors qu'il n'existe pas en réalité augmentée, d'avoir tous les ennemis sur son écran en réalité. C'est assez génial. Et vous avez même encore aussi les petites options que vous pouvez vous envoyer. Et ça, le kart, dans la réalité, s'arrête quand il est touché par une carapace de tortue. Il y a plein de petites choses comme ça d'interaction à faire avec. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça génial. Alors, je trouve ça génial. Il faut sûrement de la place, parce que j'ai vu, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Mais je trouve ça génial. Je trouve qu'encore une fois, peut-être qu'on va me dire, oui, mais non, mais c'est gadget, etc. Mais en fait, peut-être que c'est un peu gadget, mais on revient sur une chose essentielle chez Nintendo. Et moi, ce pourquoi j'aime Nintendo aussi, c'est la convivialité. C'est le fait de jouer ensemble. C'est le fait de pouvoir s'amuser à plusieurs, peu importe, avec mes parents, avec mes enfants. C'est le fait de pouvoir ça. Et le parti pris de dire on va utiliser la réalité augmentée, on va utiliser votre propre environnement, je trouve ça vraiment très, 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 très audacieux. Mais ce qui est fabuleux en fait dans cette histoire aussi, c'est que mine de rien, Nintendo, sur une ligne de conduite qui a plus de 130 ans aujourd'hui, ils ont toujours gardé la même ADN. C'est ça. Nintendo a toujours fait du jouet, du jeu pour tout le monde. Et là, en réalité, ils arrivent à marier les deux univers qui faisaient la force. Bon, il n'y a pas les cartes à jouer, mais ils arrivent à marier d'un seul coup, en fait, tout ce qui faisait la force de Nintendo au cours du dernier siècle, c'est le jouet et le jeu vidéo. Et là, en faisant ce mixte, je pense qu'ils ont effectivement montré qu'ils savaient innover tout en restant dans la tradition. Et ça, c'est assez génial, effectivement, je suis assez d'accord. Et l'avenir de Mario, il passera par cette innovation constante. Tant que Nintendo arrivera à renouveler les concepts de Mario, tout en gardant les bases qui font sa solidité, il n'y a pas de raison que Mario disparaisse. Pour vous, Mario est destiné à rester dans les cœurs et les mémoires et à vivre encore et encore, pas comme par exemple Popeye, hein, on rappelle, il y a quelque chose qui fait que jamais on se lassera de Mario. Alors, peut-être qu'on s'en lassera, on ne peut pas trop se projeter là-dessus. Peut-être qu'un jour, il deviendra complètement ringard, on ne sait pas. Mais moi, je crois que Mario, Nintendo a suivi une bonne orientation là-dessus. C'est celle un peu de Mickey pour Disney. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a fêté ses 90 ans récemment, Mickey. Il reste quand même encore populaire. On parlait tout à l'heure d'un sondage aux États-Unis qui rendait Mario plus populaire que Mickey. Il était peut-être ringard un peu dans les années 80, Mickey, mais il est encore là, en fait. Il existe toujours. Donc Mario, sa force, ce sera justement de perturber, sans trop en faire peut-être, mais toujours marquer des générations. Si vous marquez une génération, c'est une personne qui va grandir avec le personnage. Il y a une petite Madeleine de Proust qui restera, et il va le transmettre à ses enfants, et ainsi de suite. Et ça, c'est sans doute le secret de Nintendo qu'ils ont réussi à faire depuis le début en fait, de la saga Mario, depuis 35 ans, où finalement on a un personnage qui s'inscrit dans le temps et qui plaît, et qui arrive à avoir un petit lifting léger à chaque fois, mais qui marque. Et qui reste dans la pop culture, dans les esprits. Merci. Messieurs, je vous remercie pour cette émission spéciale Mario. Moi, j'ai envie de conclure en disant longue vie Nintendo, longue vie Mario, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt.